Bienvenue à tous les amis dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec ses auditeurs et ses invités, avec pour objectif que l'émission n'ait pas besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Si vous voulez aider Planète Ingé et faire partie du collectif, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez acheter les NFT, vous allez voir c'est super fun, et vous obtenez des contreparties, comme par exemple garder les fichiers audio d'une émission, recevoir des autocollants par la poste chez vous, accéder à une communauté WhatsApp et Discord. Tout ça se passe sur planèteingé.uncut.fm. Vous pouvez aussi tout simplement faire un don direct sur la page Tipeee de l'émission. Je vous ai mis les liens dans le descriptif. Enfin, je vous rappelle que pour que le plus grand nombre puisse profiter de ces témoignages exclusifs, il faut les partager autour de vous à travers vos réseaux sociaux favoris, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, par SMS, par WhatsApp, par email, par pigeon voyageur, par hibou. Partagez-le. Et surtout, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à tous par avance. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bon épisode. Bonjour Arthur ou rebonjour. On est dans la deuxième partie de cet épisode de Planète Ingé. On a eu des échanges très, très intéressants sur, et je te remercie, hein, parce qu'on sent que c'est un sujet sur lequel, que tu maîtrises. Je te fais pas faire l'exercice de te représenter. J'encourage les gens à, aller écouter la première partie de cet échange. Sur cette deuxième partie, là, on va se concentrer sur, quelles sont les actions, mais alors ultra concrètes, que je peux mettre en place en tant que citoyen, tous les jours, pour atteindre, cet objectif d'empreinte carbone de 2 tonnes de CO2. Alors, moi, en introduction, j'ai envie de dire, que je vais être hyper challenging sur cette partie d'épisode, Arthur, parce que, moi, personnellement, je suis hyper, concerné par le sujet, mais, je suis un acteur un peu en dilettante. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga de mes journées, hein, on va dire. Mais j'ai quand même fait le petit test sur, alors c'est le site, on mettra le lien aussi dans la description, le site de calculer son empreinte carbone, hein, c'est mis à disposition par l'ADEME, je crois. Ouais, ah super, ouais, tu l'avais fait, ouais. Ouais, et donc du coup, j'ai fait mon petit calcul et j'ai été quand même, assez, optimiste. C'est-à-dire que je me suis basé sur l'année dernière, donc j'ai pas pris l'avion l'année dernière. J'ai pas consommé de nouveaux matériels électroniques, ce qui est pas tout à fait juste parce que là, du coup, j'ai dû racheter un PC portable, mais je fais l'effort d'acheter du reconditionné. J'ai une voiture électrique et quand tu fais ton calcul de l'empreinte carbone, on te demande pas de ce que fait, ton conjoint ou ta petite famille, on te demande toi déjà ce que tu fais. Donc moi, bon, donc je roule en électrique. Donc arrivé à tout ça, j'ai calculé une empreinte qui est quand même pas négligeable. Je crois qu'on était pas loin des 7 tonnes, de CO2 et j'estime pas être, hem, hyper, voilà, j'estime faire un petit peu des efforts et donc je me suis dit: «Ouh là, comment arriver aux 2 tonnes? Mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir changer?» J'ai eu des propositions qui m'ont été faites par l'ADEME et voilà, je suis resté un petit peu, sceptique face à ces propositions. Donc on y va, on attaque. Arthur, se fera, le défenseur du bien et moi l'avocat du diable. Voilà, bah, qu'est-ce que tu veux nous dire en intro par rapport à tout ça, le principe d'empreinte carbone et énergétique par personne dans le système énergétique? Une phrase bien compliquée, qu'est-ce que ça veut dire? Hem, Bah, en fait, bravo pour ta démarche effectivement d'utiliser nos gestes climat. C'est un super, calculateur. Alors quand même, c'est assez probable qu'il faille, rajouter 1 tonne ou 1 tonne, presque 2 tonnes à ton empreinte parce que malheureusement quand on fait, si tous les Français faisaient nos gestes climat, on n'arriverait pas aux 10 tonnes qui sont la moyenne française. Ah Parce ouais, qu'il d'accord, il leur manque des petits bouts. Si vous incroyable. voulez le la Rolls Royce de l'empreinte, enfin du calculateur, c'est MyCO2 fait par Carbon 4, un des, cabinets pionniers dans le domaine. Hem, mais voilà, c'est un peu plus long et donc quand même, enfin, avec nos gestes climat, en 1/4 d'heure, vous avez votre réponse. C'est fiable à peu près et ça donne de toute façon les grands postes. Donc c'est ça et donc c'est vraiment, c'est génial parce qu'en fait, après on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, ça dépend où sont nos gros postes d'émission. Et donc il y a, les je pense que tu as vu le premier, c'est les services publics. Ça, on peut pas y toucher. Ensuite, il y a l'alimentation.
le logement, la consommation et le transport. OK. Un voilà, un Alors citoyen ouais, vas-y. non, non, très clair. Tu viens de les dire, excuse-moi, répète-les, bah, du coup, je t'ai coupé. Vas-y, Pardon. mais effectivement, ben, un Français, il se déplace, il transporte, Mmh, il mange, l'alimentation, il se chauffe, enfin, en tout cas, il vit quelque part, il se loge, il consomme et puis il y a les services publics. Donc là, méthodologiquement, c'est un peu différent. C'est les services publics, on dit, bah, donc, on a besoin d'une armée, on a besoin d'une justice, et cetera, d'éducation et donc on prend toutes ces émissions, on les divise par la population française et même tarif pour tout le monde. Et ce même tarif, c'est combien déjà? Alors ça dépend, les calculateurs, mais entre 1,4 et 1,6 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Déjà, on a Oui, c déjà, bien proche de la limite, quoi. mais de manière générale, tous les autres postes, ils sont autour de 2, enfin ça dépend les calculateurs, mais autour de 2, voire bien au-dessus de 2 et donc il y en a de toute façon aucun peut se dire, bah, je suis au voilà, je suis exemplaire, je n'ai pas à bouger. Comme il faut passer de 10 à 2, de toute façon, les efforts structurels gigantesques, personnels et collectifs, sont voilà, sont nécessaires, Oui. Alors du coup, ça rentre en ligne de compte par les objectifs qui sont, j'imagine, donnés par, le gouvernement aux services publics, à ces choses-là, de se transformer eux-mêmes, mais entre guillemets, «ça ne nous concerne pas», mais ça impacte notre impact. Parce qu'on en on tout à fait. OK, bah, écoute, tu veux commencer par quel sujet, c'est quel quelque chose? Alors, expérience, celui qui est le plus touchy, c'est l'alimentation. Alors on y va. Ici, parce que justement dans Horizon décarboné là, notre atelier, et bah, on fait son empreinte carbone à d'automne, et il y a forcément la question de l'alimentation et les gens ont des choix, les participants ont des choix de cartes, avec différents types d'alimentation et c'est celui qui, provoque le plus de débats. Voilà, c'est pour ça. C'est D'accord. Ah bah, tu vois, c'est marrant, moi, j'aurais pas dit que c'était celui-là qui voilà. Bon, donc, action concrète, alimentation, qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous. Et bah, après, on fera on fait le débat en même temps. bah, alors, ouais, vraiment, moi, je suis ingénieur, je suis tellement déformé, je suis vraiment un petit ingénieur et donc je calcule, j'observe, je pose les choses sur la table et après, parfois, je prends position, mais heu et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que notre l'empreinte de notre alimentation, elle est à 2,4-2,6 tonnes de CO2 par personne. Ça dépend les calculateurs, comment on calcule tout ça, mais donc voilà, c'est hyper important et qu'est-ce qui pèse beaucoup? Et bah, c'est la viande et qu'est-ce qui pèse beaucoup dans ce qui pèse beaucoup? C'est la viande rouge. Il se trouve que, quand à quantité de protéines, équivalent, hem, la viande de bœuf émet, alors ça dépend ce qu'on à quoi on compare, mais 10 à 50 fois plus que d'autres protéines. 50 c'est quand on compare avec des protéines végétales. Hem et donc, bah, en fait, là, il y a en fait, c'est simple, mais il y a pas enfin, on peut pas, ne pas baisser son empreinte de sa consommation de viande, pour avoir la neutralité. Voilà, c'est Et c'est d'accord. Alors du coup, ça, c'est rigolo parce que, bon, moi, je fais pas je suis un bon vivant, c'est clair. Je fais un petit peu attention à ce que je mange parce que, je fais beaucoup de sport, donc j'ai besoin d'avoir une alimentation, riche en protéines et du coup, en regardant un petit peu ce sujet de l'empreinte carbone et de l'alimentation, on se rend compte que déjà, si on veut avoir un apport de protéines suffisant pour, avoir un corps d'athlète comme le mien, non, je plaisante, c'est pas du tout le cas, mais il faut quand même, une certaine quantité de protéines par jour. On se rend compte que si on devait la consommer en viande traditionnelle, ça représente, déjà un budget. Donc voilà, moi, je me suis rendu compte d'un point de vue personnel que basculer sur, de la protéine végétale, même, voilà, ce qu'on appelle de la whey, ou enfin des trucs, ça fait des apports, qui sont pas de la viande, mais largement suffisants pour couvrir, son besoin, de tous les jours. Donc mais pourtant, voilà, ça m'empêche pas d'aimer la viande et d'en consommer de temps en temps. C'est vrai que c'est quoi les objections que tu as, souvent là-dessus? Parce que on voit que c'est un sujet quand même, qui agite les passions, mais en vrai, au quotidien, ça change pas. Ça va pas impacter, la vie des gens de manger, une fois de la viande rouge dans la semaine ou une fois par mois, quoi. Bah, oui, oui, enfin, bah, en fait, effectivement, moi, je suis pas non plus, je mangeais de la viande, maintenant je mange que quand on me l'offre, donc heu, genre et pour moi, ça a pas été un énorme renoncement, par exemple, de me dire ça, donc émotionnellement, je suis assez détaché de ça, hem, mais oui, il y en a pour qui c'est vraiment hyper important. Le seul truc, bah, en fait, c'est pas forcément plus de viande. Dé Pour commencer, on peut faire, plus de viande rouge et voilà et ça veut pas dire non plus de protéines animales. Après la viande, on peut manger des œufs. Bah, nous-mêmes, on est éleveurs de pondeuses, on produit des œufs et c'est, la protéine, animale qui a le plus faible impact. C'est pour ça que moi enfin d'ailleurs avec mon éthique, mes convictions, c'est pour ça que j'ai accepté enfin je peux être, éleveur de pondeuses, sinon je ne le serais pas. Ou le lait.
et aussi le lait par Mmh. protéine animale, est peu émissif. Mais est-ce que pour atteindre les 2 tonnes, très sérieusement, est-ce qu'il Oui. faut complètement éliminer les protéines Ah, animales? Ou quasiment. est-ce que réduire, et basculer en tout œuf ou en tout poulet ou en tout, laitage, est-ce que ça suffirait? Ou en tout protéine, végétale, est-ce que ça de toute façon, on peut pas se passer de protéines, le corps humain ne peut pas donc Exactement, donc il faut des protéines, ça va être voilà. C'est hyper important, il faut de la protéine. Ça, c'est très, très clair. ouais, Et donc la réponse à ta question, c'est ça dépend. En fait, parce qu'en fait, on a un crédit carbone, on va dire, de 2 tonnes par personne, CO2 d'équivalent et donc ça dépend ce qu'on fait avec le reste. Et donc plus on va consommer, de viande, plus c'est moins il restera de place pour le reste et donc en fait, c'est ça qui amène la avec Horizon Décarboné. C'est ça qui, moi, je trouve vraiment génial dans ce jeu, c'est que en fait, on a des arbitrages. Il faut être à 2 dogs, on veut une vie sympa, sauf qu'en fait, il y a des choses à changer, personnellement et collectivement et comment on fait les arbitrages les uns avec les autres. Et donc pourquoi pas, enfin, c'est possible de continuer à manger de la viande à 2 tonnes, mais évidemment, on a moins de place pour, des choses plus émissives, voilà, qu'on va d'accord. voir. Voilà. Non, mais globalement, on se rend compte que, au point de vue de la consommation, c'est pas un effort, surhumain non plus et c'est pas la peine de culpabiliser de donner à vos enfants de la viande rouge tous les soirs, c'est pas ils en vivront pas forcément plus mal. Est-ce que dans l'alimentation, il y a d'autres sujets au niveau de moi, je pense surtout, voilà, on nous «bassine» entre guillemets avec le bio. Est-ce que ça a un impact par rapport à l'agriculture conventionnelle? Attention. À la réponse, est-ce que, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est les circuits courts? Est-ce que c'est d'aller acheter en grande surface des choses qui viennent de très, très loin? Est-ce que ça suffit de regarder provenance France ou Europe déjà avant d'être sur un circuit très, très court? Voilà, Oui. explique-nous un petit peu, Ouais, il y a plein de choses, là. Il y a mmh, vraiment plein de choses hyper intéressantes. Alors, moi, je suis même agriculteur, il se trouve que je suis en bio. Pourquoi? Alors moi, je suis maraîcher et éleveur de poules pondeuses en bio. Le truc, c'est qu'il y a pas que le climat dans la vie. Il y a en fait, il y a d'autres, problèmes environnementaux, par exemple la biodiversité, par exemple, plus d'azote et de phosphore, enfin bref. L'agriculture a quand même un impact sur le réchauffement climatique et sur d'autres, problèmes environnementaux, notamment la biodiversité. Hem et donc, de manière générale, pour la biodiversité, la préservation de la biodiversité, donc là, c'est l'IPBES, c'est un peu le GIEC de la biodiversité, dit, parmi les pistes de solutions, il y a le bio. Il y a pas que ça, mais ça en fait partie. OK. Alors, mais il y a pas que ça. Donc, pour les histoires de circuits courts, ce que j'avais dit là dans le précédent épisode, c'est que, dans l'impact climat de l'agriculture, le CO2 est assez faible parce que c'est méthane et protoxyde d'azote, méthane, le rot des vaches et protoxyde d'azote, les engrais agricoles qui font l'impact, 80-90. Et le CO2, le pétrole pour les tracteurs et les camions qui transportent la nourriture. Et donc en fait, il vaut beaucoup, beaucoup mieux pour le point de vue climat, hein, faire venir de Nouvelle-Zélande des, légumineuses, donc des pois et voilà, OK. que manger un bœuf, français, d'un point de vue climat. Ça, c'est évident. Alors, faisons pratico-pratique. J'arrête de manger des steaks, mais j'ai le droit de manger toujours des kiwis de Nouvelle-Zélande. D'un point de vue climat, alors là, on compare pas les mêmes choses avec, savoir si c'est les protéines ou pas, mais oui, 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 enfin, d'un point de Oui, vue CO2, je d'un point de vue CO2, ça c'est très, 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 très clair. Ça va vraiment, heu d'accord, OK. Bon, heu, OK. mais après, voilà, il y a pas que ça, il y a la biodiversité, il y a les emplois, il y a l'autonomie stratégique en nourriture et tout et donc évidemment, on peut faire, D'accord. végétal, français et ou européen local quoi et puis, ouais et puis bio, ouais. D'accord. Après pour Mais répondre à le bio, alors, dans les notes, sur l'agro, ADEME et cetera, permet de baisser les émissions de CO2, mais en partie la principale explication, c'est que quand on prend des légumes, enfin, quand on achète des légumes en conventionnel, ils peuvent être produits sous serre, chauffés au gaz et ça met énormément de gaz à effet de serre. Et donc c'est, une des grosses explications du fait que, mmh. le conventionnel émet plus dans un régime général. Voilà. Alors du coup, comment on sait ça? Parce que déjà il y a c'est marrant parce que bon, tu as le je prends l'exemple peut-être des tomates, c'est bête, mais bon, il y a des donc c'est plus l'histoire de circuit, c'est les histoires peut-être de saison aussi parce que, Ouais, ah ça ouais, ouais. oui, mais tu vois, j'achète une tomate, donc évidemment on imagine que si elle est pas bio, elle est produite sous serre. On peut faire du bio sous serre chauffé Oui, au oui, gaz? Oui, donc non, voilà, donc alors, pour être précis, au gaz renouvelable sur certaines périodes d'année. Voilà. OK, OK, donc déjà, je prends moins de risques si j'achète du tomate bio, on va dire, enfin, sur mon empreinte carbone, hein. On n'est pas dans le sujet. Quoi, c'est Oui, pas le oui, sujet de l'épisode aujourd'hui, hein.
c'est pas bio ou pas bio, là, le sujet, c'est Oui, vraiment c'est empreinte carbone. Donc si j'achète une tomate, bio, j'ai quand même plus de chances qu'il y ait un impact carbone moindre parce qu'il respecte une certaine raison dans la façon de ouais, l'alimenter en bon, soleil ouais, et enfin, l'énergie est hyper précieuse, et honnêtement, d'accord. on fait une serre, mais c'est en plus, c'est tellement inefficace. Enfin, enfin, il faut pas faire ça, quoi. Enfin, Ouais, vraiment, OK. tellement mieux de faire que d'utiliser de l'énergie pour chauffer une serre qui est pas isolée. Enfin, ça va pas, quoi. OK, Donc je comprends. ça vraiment, c'est une aberration thermodynamique pour un ingénieur, il faudrait pas faire ça. Ouais, Non, non. là, je c'est clair et donc du coup, par contre, du coup, il y a pas de Nutri-Score, il y a rien donc tout ce qui est sauce tomate ou machin, où là, les tomates, ça débite, on sait pas d'où Ouais, ça vient et on sait pas l'impact que ça a. OK. oui, Bon, bah, écoute, c'est super intéressant, donc toi, tu nous dis, saisonnalité oui, de ce qu'on mange, ouais, ça heu, moins de m beaucoup moins de viande, rouge surtout et les circuits courts, mais ça a moindre impact, tu dis quand même? en fait, alors même pour être vraiment très honnête, parce que je suis écolo et ingénieur et donc voilà, en fait, ça peut même être contre-productif. Ça peut être contre-productif Ah, explique-nous ça. parce qu'en fait, les transports longue distance, ils ont plutôt tendance à être très efficaces à la tonne transportée. Mmh. Alors que moi, je le vois avec mon utilitaire, et ben, ça arrive qu'il soit peu chargé par rapport à un gros poids lourd sur le long voilà et donc ça c'est possible qu'on ait un effet contre-productif, quand, si les livraisons du dernier kilomètre sont peu chargées, en fait. OK, je Voilà, mais il y a pas que le CO2 dans la vie et donc voilà, c'est pas pour ça qu'il faut faire voilà. tu nous offres une super transition, vers le transport donc vous irez écouter, on va enregistrer un épisode express sur, la mobilité électrique et la transformation des utilitaires de véhicules thermiques à véhicules électriques, hein. Ça pourra t'intéresser. Je peux peut-être même t'obtenir un code promo. Mais voilà, ce sera le sujet d'un autre épisode. On l'enregistre dans 15 jours, donc ce sera pour bientôt. L'impact du transport sur l'empreinte carbone. On peut en parler, c'est important. Donc il y a 2 sujets. Je pense qu'il y a le transport au quotidien et il y a le transport loisir. Donc voilà, je te laisse, aborder le sujet, par le bout qui te convient, mais Oui, bah, il y a oui, mais en fait, dans les transports, il y a le transport de marchandises et transport, de personnes et dans les transports de personnes, personnels, il y a la mobilité du quotidien et la mobilité longue distance. Ce qui fait que enfin, moi, ça me passionne. Avant, j'étais en sortant d'école, j'ai été, ingénieur, je faisais de la modélisation de trafic ferroviaire, donc voilà, ça m'a passionné, et puis après, j'ai fini par changer parce que je pouvais pas faire mon métier d'une manière, écologique, que j'estimais écologique. Hem, de manière générale, bah, en fait, ce qu'il faut viser, c'est l'électrification des transports. Ça, Aurélien Bigot, chercheur, dans le domaine, le dit vraiment très bien. C'est l'électrification des transports. Pourquoi? Parce qu'un moteur électrique, il est vraiment plus efficace qu'un moteur thermique. Donc on a pour le même nombre de kilomètres, on a besoin de moins d'énergie. Par exemple, une voiture, une Tesla, enfin les voitures électriques, elles sont autour de 2 litres au 100. Bah, évidemment, c'est pas des litres de carburant, mais en énergie, c'est l'équivalent de 2 litres au 100 et la même voiture en thermique, c'est on va dire 5-6 litres. Donc il y a on pour les mêmes nombres de kilomètres, on va faire 3 fois moins d'énergie. Donc ça, c'est génial parce que comme actuellement on dépend du pétrole, qui a une quantité astronomique d'énergie consommée, qu'il faut enfin la, l'affecter avec des énergies bas carbone, mais qui sont peu existantes actuellement, bah, ça limite l'effort à faire en termes de production d'énergie. Donc l'électrification des transports, c'est vraiment voilà et l'hydrogène dans les transports, c'est plutôt de niche et moins pertinent pour plein de raisons. Donc l'électrification des transports, ça, c'est majeur. Comment on le fait? Bah, souvent, c'est à batterie et de manière générale, c'est là où vient la sobriété. Plus les véhicules seront petits, moins on fera de kilomètres, moins les exigences de portée, enfin d'autonomie seront importantes, plus les batteries sont faibles et ça a plein de co-bénéfices. Donc évidemment sur le CO2 émis, ça c'est sûr, sur l'énergie nécessaire, pour produire et pour transporter les personnes et enfin aussi, bah, d'un point de vue autonomie, stratégique, pour, la France, on pourra pas on a des mines de lithium en France, on ne pourra pas, faire électrifier tout notre parc avec, mais de manière générale, on dépendra moins d'autres pays. Donc ça compte aussi. ouais, puis bon, on revient au mirage technologique qu'on a parlé un peu en partie, hein, mais peut-être qu'on trouvera des technologies de batterie, il y a des chercheurs qui travaillent dessus. On trouvera peut-être des technologies, qui vous permettront de nous passer peut-être du lithium ou d'être encore plus efficaces sur l'empreinte carbone de la production d'une batterie. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais, je lisais encore une étude la dernière fois, un véhicule électrique, un petit véhicule électrique, hein, sa rentabilité carbone, si je peux dire ça comme ça, elle apparaît au bout d'une 40 000 kilomètres, je crois, par rapport à sa production, son démantèlement.
par rapport à un véhicule thermique. Un SUV électrique, c'est déjà 100 000 kilomètres. Donc on voit déjà que c'est beaucoup moins intéressant en termes d'empreinte, carbone. D'ailleurs, quand on calcule l'empreinte carbone d'un véhicule électrique, est-ce qu'on prend en compte son ce que tu disais tout à l'heure, l'efficacité du moteur par rapport à un moteur essence? Alors, ouais, super question. Ça me va les ordres de grandeur que tu t'as donné sur leur ren enfin le la rentabilité carbone, me vont tout à fait. Et un autre truc aussi, il faut vraiment avoir en tête, c'est que, mais ça marche aussi pour les avions là, l'impact pour un véhicule thermique, c'est pas la production, peu la production. 90 c'est l'usage, donc c'est le nombre de kilomètres qu'on va faire, ça va être du pétrole, c'est ça qui va émettre du CO2. La voiture électrique, c'est exactement l'inverse. Son impact, ça va être de la production et puis après les kilomètres, ça peut, pour 2 raisons. Un, il faut moins d'énergie, que le thermique et en plus l'énergie elle est bas carbone. Heu heu voilà, donc ça il faut vraiment l'avoir en tête et donc un véhicule thermique, il faut le changer le plus rapidement possible pour que, il ém avec un nouveau moteur, il émette moins. Un véhicule électrique, une fois qu'on l'a, il faut le faire durer le plus longtemps possible pour Mmh. amortir les grosses émissions, les consommations énergétiques de la création de la batterie sur une longue période, quoi. Voilà. Et j'ai un véhicule électrique et moi, on me mettait encore sur le bilan carbone que je pouvais encore faire des choses sur le transport. Alors, qu'est-ce que je peux faire encore sur le transport? Parce que là, on est vraiment sur une Ouais, mobilité individuelle et je veux ouais. absolument qu'on parle de l'impact aussi de la mobilité loisir, hein, de l'avion. Donc, mais, donc je suis en mobilité électrique individuelle, ça suffit pas. Il faut, repenser notre système de mobilité et Oui, là-dessus, bah, je te donne la parole justement. non, c'est ça. Alors, bah, c'est marrant parce que tu as dit mobilité individuelle, loisir, vélo, enfin pardon, justement Mmh. avion. Mmh. Et bah, non, pas du tout, pas du tout. Bah, dans le futur, il faut enfin, c'est plus du tout ça, en fait. Alors je peux donner quelques ordres de grandeur, pour essayer de donner, un peu des pistes. Le problème avec l'avion, enfin le problème, donc c'est que qui réchauffe plus le climat avec l'avion, c'est pas le kérosène, c'est les effets induits, donc c'est les traits de condensation et les cirrus là. Les nuages qui réchauffent le climat. Et donc en fait, on aura beau décarboner le kérosène, en fait, il y aura quand même un impact important, heu, résiduel. Et donc, moi j'ai fait des petits calculs avec la disponibilité en biocarburant, qu'on aurait en 2050 en France. Ça permet de faire, sur sa vie sur 81 ans, ça permet de faire à peu près 2 allers-retours Paris-New York dans sa vie. Ah d'accord. Voilà, vous l'avez l'objectif et quand on sera en biocarburant, c'est ça? Donc, c'est, Ah oui, donc on par pas rapport à en 2050, il y a de la biomasse qui pousse. ouais, ouais. Voilà. On en fait pour en faire, il y a plein de demandes pour en faire plein de trucs. Dans un scénario raisonnable, on en affecte une partie pour l'aviation, parce qu'il faut quand même on peut voler en 2050 quand même. Dans ce cas-là, ça fait de l'énergie, ça les moteurs sont plus efficaces, ça va permettre quand même de faire pas mal de kilomètres. On remplit les avions, on pourrait à craquer pour être très efficace. Dans ce cas-là et on regarde, le nombre de kilomètres qu'on peut faire, on divise par la population sur 80 ans et dans ce cas-là, ça fait, 2 allers-retours Paris-New York dans cette vie. Donc Ouais. d'accord, donc ça, c'est quand on a un système, aérien efficace, et transformé. Aujourd'hui, avec le système aérien actuel, c'est quoi le Actuellement, en France, on fait, 1 300 kilomètres par an et par personne à peu près de mémoire et là, dans les calculs, ce serait, 200-300 kilomètres par an. Donc ça fait beaucoup moins de kilomètres par an et là je suppose que c'est, tous les Français parce que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que l'aviation, le transport, c'est le plus inégalitaire, de tous les moyens de transport et donc il y a 1 de la population mondiale qui fait 50 des kilomètres parcourus. Donc c'est hyper ouais, inégalitaire. il y a un En fait, en fait, ce qu'il s'agit de faire, c'est, moi, l'argument, on découvre le monde avec l'avion est très important. Et en fait, c'est changer la société pour on puisse le faire une fois, 2 fois dans sa vie et on y passe du temps, on découvre vraiment un pays, voilà, on s'organise en société pour que ça soit possible. Et en revanche, le loisir et la mobilité longue distance, ça se fait avec du train et du vélo. Et donc, par exemple, là, la Chine, en 10 ans, a transformé son paysage et maintenant il y a des lignes de TGV partout. Bah, en 30 ans, on est évidemment capable de faire ça dans toute l'Europe, et donc ce sera du transport TGV qui émet mais tellement peu, enfin un kilomètre en TGV, c'est entre 1 et 2 grammes de CO2 par kilomètre. En voiture, quand on est seul, c'est 200, donc c'est 100 fois plus. ouais. Ça change complètement et donc on peut se transporter, voyager assez loin en TGV et après faire le reste de ses vacances en vélo. Ça change complètement, hein, ça c'est sûr, mais en Mmh. fait, ça permet d'avoir un climat stable.
et encore voilà. Donc mobilité, loisirs, train, vélo Ouais, et mobilité du quotidien aujourd'hui aussi, les trajets, les petits trajets en dessous de 10 kilomètres, c'est les faire aussi en mobilité douce, vélo, trottinette, j'imagine que ça marche aussi, pied, ouais, marche à pied. ouais, c'est ça, mais oui. Hem, voilà, ça c'est pour le sujet mais juste entre parenthèses par rapport à tout ce que tu viens de dire, moi j'ai ça m'avait interpellé et il y a forcément ce sujet, hem adjacent, qui est le temps qu'on passe à nos loisirs. Alors est-ce qu'on a besoin de passer 3 semaines de vacances par an ou est-ce qu'on n'a pas besoin de passer peut-être 2 mois de vacances tous les 2, 3, 4 ans pour pouvoir aller, j'en sais rien moi, aux États-Unis, d'y aller en bateau peut-être, qui va émettre moins de CO2 ou voilà, mais passer plus de temps sur une fréquence moindre, mais diminuer fortement son impact. Tu veux prendre le temps du voyage, heu, plutôt que d'être dans l'instantané. Oui, ça c'est une ouais, effectivement, moi, ça fait partie des pistes, en fait, il faut que tout change pour que rien ne change. Il faut vraiment changer, y compris la manière dont on voit les loisirs, comment on organise ses temps de repos. C'est pas facile, mais je pense enfin, en tout cas, ça me permet de pointer vers un horizon désirable et d'autres récits de vie et de société. Là, tu fais avec le bateau, tu fais un lien avec les transports de marchandises qui comptent, en fait, qui sont voilà, qui émettent du CO2 et qui Mmh. voilà. Et donc pour le cargo, oui, en faisant le cargo, tu vas moins émettre, mais il faut en fait, il faut aussi c'est là où la technologie, apporte des solutions potentielles. C'est que, avec des biocarburants ou de l'ammoniac ou des choses comme ça, je rentre pas trop dans les détails, on permet de faire bouger des cargos, transatlantiques, mais avec vraiment beaucoup, beaucoup moins de CO2 et donc de permettre de décarboner, y compris ce secteur du transport qui est important. D'accord et du coup, là, ça fait une transition vers moi en tant que citoyen, j'ai un impact, on a parlé de l'alimentation, on a parlé du transport. Moi, je voudrais qu'on parle de la consommation parce que Ouais, tous les biens de consommation, que j'achète, ils ont un impact, carbone. On l'a dit, tu viens de le dire par le transport maritime, pour d'autres choses. Dis-nous-en un petit peu plus. Il faut qu'on soit assez synthétique si on veut tenir le oui. timing donc et parler de l'habitat aussi. Oui, Donc alors, je te donne 5 minutes sur comment on change nos habitudes de consommation pour atteindre l'objectif de 2 tonnes. bah, il y a de nouveau les 3 leviers, la sobriété, l'efficacité et des énergies, renouvelables. Donc, de manière générale, dans la consommation, et donc il y a le numérique qui est en fait assez faible pour l'instant, c'est 0,2-0,4 tonnes par personne, mais ça augmente à toute vitesse. D'accord? C'est ça le problème, c'est vraiment ça le problème. Ça augmente à toute vitesse et pour le numérique, c'est pas tant son usage. Là, le fait qu'on enregistre un nu enfin, émet très peu, c'est les équipements et donc les Ouais, équipements, ils fassent durer longtemps et donc c'est pas si compliqué que les gouvernements disent, bah, en fait, on met un indice de réparabilité et en fait, il faut que ces ordinateurs, ils puissent durer, qu'on change des pièces. C'est paraît pas si compliqué et de faire durer, ces merveilles de technologie, 10 ans. Voilà, c'est quand même ça paraît pas infaisable, quoi. Faut juste s'organiser, mais par rapport à d'autres défis, ça me paraît quand même assez hem, voilà, après et il y a l'habillement. Donc, bah, là, c'est fast fashion, là, ça passe plus, quoi, ça, c'est sûr, et c'est réussir à avoir des vêtements, bah, qui durent longtemps. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, moi, ma mère m'avait acheté une chemise où on pouvait changer le col. Parce qu'effectivement, le col, c'est le truc qui s'use et c'est tellement bête de jeter une chemise alors qu'il y a juste un bout de tissu qui est voilà, enfin, c'est absurde. Donc, et ça change enfin, voilà, avoir ça, un service intégré, les entreprises intègrent ce service au lieu de faire juste de la vente, reprennent la chemise et recousent le truc. C ça permet de diviser par, 10, 15, 20, l'impact, voilà, donc, tout en faisant du business et en continuant à vivre. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faisables, ça change en fait, là, à chaque fois là, ça permet d'introduire les choses. Il y a des choix personnels et il y a des choix collectifs et les citoyens doivent porter et influencer le politique pour que ça se fasse vraiment, quoi et ouais. l'accepter. Donc là, c'est sur on voit, hein, l'importance du reconditionné, du recyclé, d'acheter d'occasion. Est-ce qu'on a parlé de l'impact tout à l'heure sur la nourriture. Est-ce qu'il y a vraiment un impact, de la localisation de ce que j'achète, made in France ou made in China? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Alors, bah, Made in China, oui, ça change parce que comme ils font, là, leur énergie est très charbonnée, donc c'est une catastrophe pour le climat. Mmh. Hem, mais c'est pas tant sur le transport. Alors là, je lisais une note de Carbone 4 récemment sur le fret. Le fait qu'on demande avec, le commerce des temps de livraison de plus en plus courts font qu'on va de plus en plus vers de l'avion au lieu du cargo. Donc Mmh. ça émet beaucoup plus et donc il donnait un exemple qui était assez intéressant. Alors là, c'est vraiment de tête, mais une enceinte connectée, je crois que la production en Chine, c'est 8 kilogrammes
et par bateau, ce serait autour de 0,1 tonne pour le transport, mais par fret, ce serait 6 kilogrammes. Et donc ça change de voilà, il y a un facteur au moins 10, quand on demande des choses de plus en plus rapides, heu et que ça passe par le Donc brut. arrêter de bah, on revient encore sur une notion de prendre le temps, quoi, tu vois? C'est Voilà. bon, bah, tu achètes un item en Chine déjà fabriqué. Alors ils vont décarboner leur électricité, donc C'est ça. peut-être que déjà ce sera peut-être moins carboné d'acheter en Chine que d'acheter en Allemagne. Mais ça, c'est la petite pique. Oui, je Mais sens. par contre, voilà, si vous êtes livré en 2-3 semaines, c'est pas très grave, quoi, c'est ça le message. Hem, on prend, j'ai 2 points que je veux aborder encore. Donc là, on va prendre, 5 minutes sur l'habitat. Alors c'est là où moi je suis le plus challenging sur la question. Voilà, quand je reviens sur mon bilan carbone, on me dit, «Faut faire des modifications sur ton habitat». Alors, déjà, il y a le mode d'habitat individuel qui, j'ai l'impression, tu m'expliqueras ça. Est-ce qu'il y a vraiment un impact sur le mode d'habitat individuel? Est-ce qu'on se dirige plus vers de l'habitat collectif? Et moi, le truc de dire à chacun, pour réduire ton empreinte carbone, il faut que tu fasses des travaux, d'isolation, des machins. Moi, je suis, bricoleur, j'ai fait beaucoup de travaux, je sais combien ça coûte et je peux te dire que c'est mission impossible. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu vois le prix de faire des travaux chez soi, heu et le budget, l'inflation et tout ce qui va derrière, demander aux gens de faire des travaux, mais c'est juste mission impossible. Donc ça, c'est pour moi, c'est une partie qui est hyper problématique. Et donc il y a 2 questions. C'est un, comment on fait pour ce biais-là économique? Heu, est-ce que le futur de l'habitat, c'est pas plutôt un habitat collectif que l'habitat individuel? Et du coup, comment on va arriver à vivre Ouais. avec ça, quoi? Alors, je commence par la deuxième qui est plus simple. En fait, à horizon 2050, bah, on aura en gros le même parc que maintenant de logements. Donc en fait, c'est voilà, enfin donc en fait, la question se pose pas tant que ça. En fait, on aura les maisons qu'on a et puis voilà. Donc la question, c'est comment on fait avec. Donc OK. là, on revient à la première. Et de manière générale, là, il faut, se calmer sur les nouvelles maisons, en fait, parce que ça émet vraiment beaucoup de CO2. Et Les donc il faut constructions neuves, tu veux dire? ouais, ouais, ouais. Dans tout enfin, tous les scénarios de transition, voient une baisse, des constructions neuves. Ah mais ça, c'est le la population augmente. Donc à un moment donné, Alors, peu, enfin, très peu, alors il y a de la en fait, c'est pas tant la population qui augmente que la décohabitation, des choses comme ça. Et donc en fait, après il faut rentrer dans le détail et en fait là, ça devient compliqué, ah parce d'accord, OK. Bah, on fera un dans le sens, oui, oui, ça, ouais, ça devient compliqué. Je pourrais pas rentrer trop on dans les fera un détails. épisode, dédié à ça peut-être. En fait, là, c'est sous contrainte, il est vraiment préférable, de se mettre à rénover le parc qu'on a et de faire avec ce qu'on a que de construire des nouvelles, maisons. Ça, c'est dans le D'accord, OK. scénario, c'est ça que voilà et puis après, il faut voir justement l'ingénierie sociale pour réussir à avec cette contrainte, que ça passe d'un point de vue social. Et après la rénovation, mais alors je comprends que c'est hyper compliqué. Mais c'est hyper, hyper nécessaire. Ouais, vraiment, il y a Beh oui, non, bah voilà, oui. ça c'est il y a pas moyen, quoi. En fait, on consomme tellement d'énergie pour chauffer nos habitats, l'air et l'eau, que i c'est vraiment dans tous les scénarios, on isole fond, voilà. Mmh Et d'ailleurs, et c'est donc intéressant ce que tu dis, ouais, on isole à fond. Donc là, il y a un biais économique. Donc peut-être que quand les gens râlent, ou le gouvernement fait pas assez, peut-être que là, il y a un levier, législatif de financement par l'État. Mais moi, ce qui m'horripile, c'est que s'il y a des aides, les prix augmentent et là, on est sur et l'inflation, elle est juste gigantesque. Mais je prends l'exemple, vous avez un crédit impôt fenêtre, les mecs, ils ont augmenté les prix de 25. Donc voilà, donc ça, il faut trouver un levier législatif là-dessus parce que là, aujourd'hui, ça fonctionne pas. Et ça, c'est la partie isolation, pour le chauffage, mais tu as parlé aussi de la façon dont on chauffe l'eau, dont on il y a d'autres choses dans le logement auxquelles on pense pas justement et qui sont, intéressants à oui, regarder? oui, mais alors vraiment le enfin, c'est enfin, c'est l'air qui est le plus important et après l'eau chaude, D'accord, OK. et en CO2 parce qu'on chauffe aussi beaucoup avec du gaz, mais c'est isolé donc pour avoir des comme des ordres de grandeur, hein, c'est on isole, mal 100 000 logements en France par an et il faut en isoler très bien 1 million par an à partir de maintenant. Voilà. Parce qu'on a 30 ans et ça fait 30 millions et c'est à peu près, on a 36 millions de logements donc on y est presque, quoi. Sachant qu'évidemment, on va passer de 100 à 1 000 000 et donc il faut se faire ça en quelques années, mais voilà. C'est et en fait, on est gagnant parce que ça crée de l'emploi, parce qu'on évite de l'importation de gaz et donc on est gagnant sur la balance, commerciale. On est gagnant, sur, le stockage du carbone parce qu'on peut le faire bas carbone en stockant du carbone dans les murs en isolant.
On est gagnant sur les factures des citoyens qui auront voilà, on est gagnant sur le confort, d'été et d'hiver parce qu'on permet de faire les 2 quand on isole par l'extérieur et donc en fait, on est gagnant partout, 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 partout. C'est la mesure la plus simple à faire, mais qui est la moins prise, actuellement, malheureusement. Donc et au-delà des gros travaux de rénovation, on a compris, c'est important. Qu'est-ce que je peux faire concrètement, dans mon quotidien pour, réduire l'impact justement? Alors ouais, alors il y a un truc là, c'est beaucoup là, ça va être un peu plus, provocateur, mais là, le truc le plus simple, c'est de baisser sa température de concile. Moi, dans ma chambre, il fait on je dors avec, 11 degrés dans ma chambre. Ah Je oui, s et pas je mal suis élevé. je dors super bien, je suis en t-shirt, et j'ai une couette d'hiver normale. OK. Donc Un tel et je suis on va pas, bien au-delà de descendre à 18-17 quoi, c'est, ouais, ouais, c'est ça et là, je pense mmh. qu'il fait peut-être 15 là chez moi, juste en pull et ça va quoi. Donc et donc je propose pas ça à la France entière, mais déjà à 19 et en fait, moi, parce que j'ai des grosses chaussettes, j'ai des chaussons. J'ai pas de monnaie, mais s'il faudrait, je pourrais mettre un bonnet. Donc là, clairement, c'est une histoire de changement de normes sociales, de ce qu'il est raisonnable, nécessaire, stylé et cool de faire, quand on va chez les invités et que voilà. Mais ça, c'est Et un truc qui est et rapide. pour ouais, mais pourtant c'est marrant parce que, heu, c'est tout de suite un entre guillemets «un chiffon rouge» et même enfin après c'est le sensationnalisme des médias où on dit: «Voilà, les gens vont moins chauffer, ils ont très, très froid, ça va pas aller». Enfin, on pense à nos amis ukrainiens, ils sont un peu c'est un peu une situation un peu plus, différente, mais non, mais tu vois, c'est tout de suite, ça devient un sujet sensationnel et d'alerte parce que la température dans les logements, serait à 17-16 et que les gens ont peu de moyens de se chauffer. Alors qu'en fait, toi, tu nous dis finalement, ça Bah, peut on peut en il faut vivre, il faut s'équiper, mais c'est hyper mmh, rentable. Enfin, mmh, acheter, des vêtements thermiques qui permettent de passer à 15 degrés, c'est tellement rentable, voilà, mais enfin, je dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas, interroger la norme sociale, ça, c'est indispensable et alors, autre chose, c'est qu'on par exemple, là, les gouvernements, bon, avec l'augmentation du prix de l'essence, a subventionné les énergies fossiles, subventionné le pétrole. Heu, Avec l'argent, alors j'ai oublié un peu les ordres de grandeur, mais ils sont gigantesques, on aurait pu financer, là, pour le coup, payer gratuitement des isolations chez les gens. Hem et là, on était gagnant sur tous les leviers. On dépend moins des énergies fossiles. Les citoyens, surtout en précarité énergétique, ont un vrai confort l'hiver et l'été, et ils payent moins cher et cetera et cetera. Enfin donc, c en fait, on paye il y a tellement de subventions aux énergies fossiles, il y a tellement de leviers que moi, à la fois, j'en ai un petit peu marre, d'un point de vue collectif, on va dire. Je suis un peu énervé de voir qu'on fait aussi peu. Ça, ouais, c'est non, mais c'est il y a un moment, on va on ouais, blâme beaucoup et moi d'ailleurs, je trouve que dans le discours de certains influenceurs climat moi, je suis content de faire cet épisode-là aujourd'hui. Parce qu'on est vraiment dans ce que je veux faire de Planète Ingé. On est dans des explications, concrètes, techniques et on n'est pas dans le bullshit. Quand je vois les influenceurs climat et je rejoins ce que tu disais, c'est on peut râler beaucoup après les gouvernements et les États qui font pas assez, mais là, je trouve on est déjà dans le sens bah, dis donc, je vais pas y arriver aujourd'hui. On est déjà dans le sensationnel et dans le populisme, alors qu'en fait, on peut, expliquer aux gens qu'ils ont une action. Chacun a déjà une action au quotidien. Heu, ouais. voilà. Ça, pour moi, on est dans un système et donc il y a différents éléments dans le système qui sont en relation les uns avec les autres et les politiques ne vont pas bouger si les citoyens ne bougent pas et les citoyens ne bougent pas si les politiques ne bougent pas. Donc en fait, c'est un peu on se regarde en chien de faïence. Donc il y a des actions qui sont, personnelles et nécessaires, des actions collectives personnelles et nécessaires et ce qui est aussi vraiment important à avoir en tête, c'est que quand bien même, sans changer nos modes de vie et quand bien même les États et les entreprises, décarboneraient toute l'offre, on n'arriverait pas au automne et de manière inverse, apparaître ermite en forêt, on est même en ermite en forêt, on est déjà près des automnes et donc en fait, on ne peut pas arriver au automne, heu, si l'État et les entreprises ne changent pas. En fait, il y a les 2 qui bougent en même temps et c'est parce qu'il y en a un qui va faire un pas que l'autre va pouvoir faire un 1er pas et qu'on va accepter les normes qui vont changer parce qu'à un moment, ça on va quand même rentrer dans le dur. Enfin, ce sera pas facile, hein, mais en fait, aussi, c'est l'alternative qui est vraiment ni facile, ni désirable, ni sympathique. Ça, c'est assez clair. OK, bah, écoute, ça fait une transition vers, la minute de conclusion. Ça ressemble à quoi? Toi, tu es non, je vais la garder pour la question bonus. Oui, il y a une question bonus à la fin, tu verras, on termine et après je te pose une question bonus qui nous sert un peu de teaser. Ça ressemble mais donc je la garde en tête, mais ça ressemble à quoi la vie bas carbone? Est-ce que c'est si, triste et déprimant que ça de ton point de vue? Ouais, trop de super questions, à l'atelier Horizon décarboné.
On pose une question initiale aux personnes aux participants, ça les surprend un peu, mais ils comprennent assez vite pourquoi. La question, c'est: «Qu'est-ce qui compte vraiment dans votre vie?» Donc ils sont sur un post-it, ils écrivent ce qui compte vraiment dans leur vie. Hem, Souvent, c'est des relations, des activités, des choses. Voilà. Ils font l'atelier et à la fin, tour d'émotions de comment ils se sentent. Souvent, c'est de la joie, de la colère pour l'inaction de certains, de la peur et cetera. Mais aussi de la sérénité. Ça arrive parce qu'ils se disent: «En fait, là, je relis ce qui est vraiment important pour moi et en fait, dans la vie que j'ai dessinée dans cet, horizon décarboné à 2 tonnes, en fait, oui, ça passe». Enfin, oui, en fait, ce qui compte, c'est bien sûr, il y a des choses, il faut tout changer pour que rien ne change, mais ce qui compte vraiment, je le ferai à 2 tonnes et en fait, donc je suis OK pour que ça change et donc Donc il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui changent à 2 tonnes, mais ce qui compte, reste. voilà, bah, écoute, c'est le mot de la fin. Heu, on garde la question bonus en tête pour juste après. Je te laisse encore ton instant promo de la fin de la deuxième partie. Vas-y, c'est à toi. Merci. Ouais, bah, Horizon décarboné, donc c'est un atelier qui permet de rentrer de manière concrète et positive dans la transition. Ça permet vraiment, de savoir à quoi ressemble une vie bas carbone et deuxième chose aussi, ça c'est pour nous, c'est assez important, ça permet de répondre à la question: «Mais quel est le mix énergétique en 2050?» Il faut produire de l'énergie, heu et il faut que ça soit bas carbone. Est-ce que ça vient avec des éoliennes? Est-ce que ça vient avec du nucléaire? Est-ce que ça vient avec du photovoltaïque? Est-ce que ça vient avec des biocarburants et cetera? Et donc il y a une deuxième partie dans l'atelier qui permet de répondre à ça. Et donc ça permet de faire 2 choses, bien d'articuler le côté personnel, qu'est-ce qu'une vie concrète à 2 tonnes? Et le côté collectif, quelles sont les décisions collectives qu'il faut faire pour, avoir, de l'énergie bas carbone? Sachant qu'évidemment, on met pas une éolienne dans son jardin et une centrale nucléaire, à côté de chez soi, enfin juste à côté de chez soi. Et donc, c'est des choix qui sont nécessairement collectifs et donc ça permet en fait de lier les 2 et de voir qu'il y a de l'énergie, propre, ça existe pas. Il y en a qui sont moches dans le territoire, il y en a, il faut extraire des minerais, il y en a, ça a un impact sur la biodiversité. Bah oui, mais en fait, il y a un moment où il faut bien de l'énergie quelque part et donc de faire des arbitrages entre, ces différentes sources d'énergie. Donc ça permet d'avoir vraiment une vision d'ensemble complète entre personnel et collectif à 2 tonnes. Allez voir le site d'Arthur, Horizon décarboné. Je vous mets le lien dans la descriptive de l'épisode. Merci beaucoup Arthur, c'était passionnant. On sent que tu maîtrises ton sujet et c'est vraiment agréable, mais que tu n'es pas, dans l'énervement, dans la colère. Tu es très serein par rapport à tout ça et c'est vraiment agréable de t'écouter. Donc voilà, je vous encourage. Ou on te contacte, comment? LinkedIn, ou le site internet, voilà. Voilà. Arthur Versus, sur LinkedIn, ça marche très bien. Et voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. J'espère que comme moi, vous avez appris plein de choses et que vous vous êtes régalés. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous. Et n'oubliez pas qu'elle est coproduite par les auditeurs et les invités, donc je compte sur vous pour la soutenir. Vous pouvez le faire de deux manières, soit en achetant les NFT sur planetag.uncut.fm ou tout simplement en faisant un don sur la page Tipeee. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. En attendant une nouvelle aventure lundi prochain, abonnez-vous à la newsletter, newsletter.planetag.fr pour ne rien rater du podcast. Merci les amis, à la semaine prochaine.